J'ai débuté ce projet Deposit avec la partie des graines. À la base, c'est un projet qui est en 4 parties. Il y a une partie graines, une partie animale, une partie humaine, et puis une partie que j'ai appelée Datas, qui est sur les archives numériques, qui en fait englobe les 3 autres sujets. Là, on va parler essentiellement de la partie graines, qui sera exposée prochainement. J'ai commencé ce projet en décembre 2009, en allant à Svalbard, qui est une archipel au nord de la Norvège, où là il y a une des plus grandes banques de graines au monde, qui est tenue par la FAO, partie alimentaire de l'ONU. J'ai eu accès à cette banque de graines au travers de la station fédérale de Changin, qui est une sorte de conservatoire botanique suisse qui entretient les graines vivrières. Donc j'ai suivi les graines depuis la Suisse jusqu'à Svalbard. Ce qui est étonnant à Svalbard, c'est que c'est un bunker qui est à peu près 120 mètres sous terre, dans une ancienne mine de charbon, qui est fermée toute l'année comme une sorte de banque, une banque privée qu'on pourrait imaginer comme de l'argent ou autre. Et là-dedans, il y a un potentiel de 5 millions de graines. Actuellement, ils sont à peu près 1,5 million de graines. Ça touche les céréales, le soja, coton, café. Tous les pays devraient dans le futur pouvoir envoyer leurs graines là-bas. Alors une partie est financée justement par la FAO, une autre partie, et c'est là où il y a un petit doute, un petit problématique, c'est que derrière il y a des compagnies privées comme la fondation Bill Gates, la famille Rockefeller, Syngenta, Monsanto. Donc ça crée un discours assez ambigu entre public et privé. Et en fait le sujet que je traite, la Deposit, une grande partie est sur cette problématique entre l'espace public et l'espace privé. Le fait qu'il y a un côté très écologique, protection de la nature, et de l'autre, on arrive gentiment à des compagnies privées qui s'intéressent à ce patrimoine génétique qui est très important. Et puis, après ça, en fait, j'ai découvert qu'il y avait à peu près 1400 banques de graines dans le monde. Donc je ne peux pas toutes les couvrir. Décidé de couvrir un peu les plus importantes ou les plus emblématiques comme ça. Donc la deuxième, c'était l'université de Louvain, l'université catholique de Louvain, en Belgique. Là, c'est intéressant parce qu'ils ont la plus grande banque de conservation de bananes en culture in vitro, donc dans des pipettes. Il y a une des photographies qui est exposée dans la série. Là. Et là, c'est intéressant parce que c'est post-colonial, en fait. La Belgique, avec toutes leurs colonies en Afrique, ont un peu puisé, certains disent voler, d'autres collecter ces bananes. Et là aussi, c'est une université publique, mais derrière, il y a des entreprises privées qui commencent à s'intéresser à cette richesse. On utilise actuellement juste 1 ou 2 cultivars de bananes, celles qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais il y en a, si je me rappelle bien, 1800, 1820 sortes de bananes. Donc voilà, c'est une grande banque dans un sous-sol, tout simple, dans ce qu'on appelle la cryoconservation actuellement, c'est-à-dire la conservation dans l'azote liquide, avec des serres, parce que les bananes doivent être cultivées aussi dans des serres pour suivre le cycle complet de conservation. Et puis, grâce à Gwen Segal, j'ai pu continuer le projet en Bretagne. Donc là, en Bretagne, j'ai fait le Conservatoire national de Brest, qui conserve pas mal de plantes qui ont disparu en nature, ce qu'on appelle éteintes en nature, ou qui sont en voie d'extinction. Donc là, on touche surtout de l'ornemental ou des plantes médicinales. Alors à Brest, il y a 4 serres, différentes étapes. Il y a des serres humides, serres de zones chaudes, des serres qui représentent un petit peu la nature environnante, rurale d'ici. Et puis, ils ont aussi une énorme banque de graines dans des congélateurs tout simples, congélateurs alimentaires. Et puis j'en ai profité aussi pour faire Créavia, qui est une banque de sperme de taureau, mais qui n'est pas exposée ici. Voilà, le projet est en train de se construire. Il me reste encore l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, qui est un peu l'inverse. C'est une banque qui avait été construite dans les années 1920 jusqu'à 30, sous le temps de Staline. Et Vavilov, qui était un grand scientifique, a été emprisonné par Staline quand il a fait ses grandes erreurs de monoculture de coton et les grands problèmes qu'on a connus sous Staline, c'est-à-dire des famines et autres. Donc il est mort dans des prisons. Cette banque a été conservée jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Et maintenant, Medvedev et Poutine ont décidé de vendre le terrain à des amis oligarches pour construire des résidences secondaires. Donc c'est une banque qui est en danger. Alors c'est l'inverse des autres banques que j'ai photographiées, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant les banques se construisent en train d'en fermer tout. Et puis celle-là est justement à l'inverse, on est en train de gentiment décider que c'est pas si important et qu'on va la disséminer ou la détruire. Ce qui est intéressant avec ces banques de graines, c'est que l'idée à la base pour moi, Deposit, ça venait des frontières. J'ai fait un livre sur les frontières avec Alban Kakulia en 2009. Donc on avait travaillé sur les lisières, sur les frontières de l'Europe. Et puis tout à coup, après ce livre, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, on est en train de tout enfermer en Europe. On protège nos frontières, on filtre les gens qui peuvent entrer, sortir, on contrôle comme ça tout le système. Et puis je me suis posé la question, mais comment ça se passe en interne? Est-ce qu'on a tendance, en tant que vieille Europe, à s'inquiéter des marchés émergents, des pays qui débarquent comme ça, comme la Chine, l'Inde, le Brésil? Et puis effectivement, j'ai remarqué que les scientifiques et les gouvernements avaient tendance à enfermer notre patrimoine. C'est comme si la tradition post-coloniale d'avoir un peu spolié, volé les richesses des pays pauvres, c'est comme si maintenant on se retrouvait dans une situation où on se disait tiens, ça pourrait nous arriver un jour, donc on archive, on indexe, on contrôle, et puis on enferme tout ça comme une richesse en danger. Ce qui m'a touché aussi avec tout ce qui est botanique et graines, c'est que les premières banques de conservation, c'était plutôt des jardins botaniques créés par des moines au XIVe siècle. Souvent une partie religieuse, puis après une partie de monarchie. Les rois étaient sensibles à une sorte de richesse, comme ça, une représentation. On construisait des énormes jardins avec toutes les plantes médicinales, avec toutes les plantes vivrières pour montrer notre richesse, notre patrimoine. Et on appelait ça le jardin d'Éden, on appelait ça les grands comme ça de la Bible. Et puis maintenant, la plupart des banques s'appellent la banque de l'Arche de Noé, ou justement le jugement dernier. Svalbard, dans l'archipel, s'appelle le coffre-fort du jugement dernier. Donc on est dans une vision assez sombre en fait de notre futur. Et puis voilà, moi je suis jardinier à la base, donc j'étais sensible à ce point-là. Les grandes compagnies comme United Fruit Company, Dole, Chiquita, c'est surtout des Américains qui détiennent le marché de la banane. Alors ils le cultivent en Amérique centrale, en Afrique et autres. Et le marché fait que les gens, au goût et aux habitudes, aux cultures, consomment essentiellement une sorte de banane. Alors la grande jaune qu'on connaît, après en Amérique centrale, il y a le plantain, il y en a d'autres, les petites, les manzanillas, là, les toutes petites qui ont un goût de pomme. Et en 1950, justement dans les grands débuts de l'industriel post-Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à avoir des problèmes avec une sorte de banane. Et il y avait des nématodes, c'est des petites larves qui attaquent les racines de la banane. Donc on a découvert qu'il fallait changer de cultivar, on l'a fait. Et puis on est reparti dans les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va changer le goût, on va faire une sorte de banane, et on l'a multiplié à souhait, donc ce qui fait que le cultivar a tendance à se fragiliser. Et puis maintenant on arrive à une pré-crise sur la banane où il faudra bientôt changer de cultivar. Et en fait les Américains ont tendance à éviter d'avoir trop de scientifiques et de botanistes dans leur laboratoire parce que ça coûte cher. Donc tant que ça marche, ils continuent à multiplier. Et maintenant, ils s'intéressent justement à se dire, tiens, il y a des universités comme Louvain qui ont ce patrimoine. Comme partout en Europe, les subsides et les subventions et les aides aux universités ont tendance à se réduire suite à la crise. Donc voilà, maintenant il faut des appuis privés. Et en fait, c'est dans tous les domaines, dans les animaux, dans les humains, partout. Maintenant, les aides gouvernementales se réduisent, donc le privé vient s'associer derrière. Et après il y aura des gros problématiques et de contrôle de comment ces entreprises vont devoir ou pouvoir utiliser ces ressources. On connaît Monsanto et Syngenta, ils ont tendance à breveter et mettre des copyrights sur des graines. On a tous les OGM qui arrivent, donc ça va être un problème de savoir qui aura droit à ces ressources et qui va payer pour. Ce qui m'a
beaucoup plu et surpris, c'était le premier projet sur Svalbard, justement, sur cet archipel qui est à 1000 km au sud du pôle Nord, qui est une des îles, le Spitzberg, qu'on dit en français, ou Svalbard. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une île gelée, où là j'ai été en décembre, pendant par exemple 4 mois, ils sont dans la nuit noire, il n'y a aucune plante qui pousse, et on a décidé de construire ce bunker à cet endroit, parce que soi-disant, ça serait l'endroit le moins pollué, un des endroits les moins pollués de la planète, qu'il n'y aurait pas de risque de guerre dans le futur, et pas de risque de nucléaire ou de catastrophe naturelle comme un volcan ou un tremblement de terre. Ce qui est intéressant avec les graines, c'est qu'on les enferme dans des lieux qui sont non organiques, entre guillemets. C'est des boîtes en plastique qui sont... Enfin, c'est des sachets en aluminium, après dans une boîte en plastique, dans un bunker en béton, tout ça à moins 20 degrés. On n'a aucun recul de savoir combien de temps la graine va pouvoir se conserver. On n'a jamais ces moratoires, comme la plupart du temps. On n'a jamais de distance qui permet de dire, tiens, 100 ans après, une graine, elle est toujours en possibilité de germer. Donc là, on est un peu dans une science comme ça, un peu dans le catastrophisme, on est un peu ce qu'on appelle aussi dans l'anthropocentrisme, c'est-à-dire que l'être humain de plus en plus s'est situé au centre de tout, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être le mammifère ou l'humain qui gère tout. Et la question, à la base, pour moi, elle est aussi de savoir, dans toutes ces questions d'écologie, de fin du monde, de crise, comme ça, c'est de savoir que c'est nous qui sommes en train de nous poser la question si on va disparaître. C'est pas la planète. On sait très bien que quand il y a eu les glaciations et les mammouths ont disparu, ça n'a pas arrêté le cycle de la planète. La nature reprogressait bien dans New York après 20 ans. Donc là, on protège notre patrimoine à nous, c'est-à-dire qu'on sait que si on perd les graines, surtout les vivrières, c'est-à-dire tout ce qui est graines, céréales et autres, eh ben c'est notre problème à nous. Mais la nature va perdurer. Peut-être nous, on risque peut-être un jour de disparaître comme les mammouths ou comme d'autres espèces.